bonjour, Isaline Senbar au téléphone. Oui, bonjour Isaline, tu vas bien? Oui, bien et vous? Ça va, ça va. Écoute, on peut se tutoyer si tu veux, hein, il n'y Oui, a ok, pas de c'est plus souci. simple. À la Valaisanne, c'est très bien. Voilà, voilà. Alors, déjà, je voulais te dire félicitations parce que tu as gagné le lancer Le drapeau. drapeau. Voilà. Explique-nous ça, s'il te plaît, Isaline, alors. Alors, c'est la première fois qu'une femme gagne ce concours roman de lancer de drapeau. Et encore aucune femme n'a été qualifiée pour la finale fédérale de lancer de drapeau. Parce que les femmes, seulement depuis les années 1970 et quelques, ont le droit de lancer de drapeau à cause du costume. Parce que les femmes n'ont pas le droit de porter de robe. Et n'ont pas le droit de porter de pantalon, pardon, et elles doivent porter des robes dans la tradition suisse. Et au lancer de drapeau, on a des combinaisons de jambes, etc. Et puis là, on est obligé de porter des pantalons. Donc ça a été une longue bataille jusqu'à ce que les femmes aient le droit de lancer le drapeau. Et les femmes, généralement, ont un peu plus de peine à lancer haut et à avoir autant de rigueur que les hommes dans cette discipline en tout cas, et puis du coup c'est pour ça qu'il n'y a encore aucune femme qui a été qualifiée jusqu'à maintenant. Donc ça a été une première qui a été bien fêtée, mais... Ah, mais c'est très beau, je suis tellement content, mais tellement de gens même qui te connaissent pas, Isaline, ils sont hyper fiers déjà de ce que tu as fait, ça. Parce que, mais c'est super, parce que tu sais, on est en 2022, et on parle toujours des droits je veux dire des droits des femmes qui sont pas pareils que les hommes, ce qui est vrai. On est aujourd'hui le 21 mai 2022, et on voit que des fois, il n'y a rien qui a changé à ce niveau, au niveau des salaires. Toi, tu le sais, en Suisse, hein, c'est pareil qu'en France, c'est pareil dans le monde entier, tu sais. Comment je t'ai connue, Isaline Wiesenbach. Alors, pardon, autant pour moi, excuse-moi. Alors, ouais, c'est un nom suisse allemand, donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pour ça avec l'accent et tout. En regardant par hasard, tu sais, YouTube, je tombe sur l'émission. Je vois une demoiselle avec des chèvres, se promène, tu sais, dans la montagne et tout. Ah, mais c'était trop touchant, 2 épisodes. Et c'est trop beau. Quand j'ai vu ça, j'étais très, très, très touché, tu vois, parce que j'ai vu que tu as pleuré des fois. Et je voulais dire, parce que les caméramans, des fois, quand même... alors, explique-nous, parce que toi, on te voit bien sûr avec tes 2 chèvres, mais il y avait un preneur de son, tu me dis si je me trompe, Isaline, et un caméraman, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on va dire aux auditeurs qui nous écoutent que, évidemment, quand toi tu vas chez les gens, tu leur montres les nuages, tu dis il va pleuvoir, est-ce que vous pouvez m'accueillir, etc. Un petit abri, je cherche pour mes chèvres et moi. Il faut se dire que c'est problématique. Pourquoi? Parce que si tu serais seul, et tu me diras si je me trompe, Isaline, si tu serais seul avec tes chèvres, je suis sûr que plein de portes se seraient ouvertes pour toi. Mais étant donné qu'ils voient qu'il y a une équipe de tournage, c'est un peu gênant pour les gens, tu vois. Alors que je pense pas. Sur tout le parcours, déjà, il faut savoir qu'on a trouvé des endroits pour dormir. Oui. C'est le seul endroit où on a été bloqué pour trouver un abri de nuit. La problématique, c'est déjà, ce col est reconnu pour avoir des problèmes un peu dans les énergies, etc. Il est vraiment pas accueillant, et j'ai encore discuté dernièrement avec un lieutenant de l'armée suisse qui a travaillé dans la montagne, et il m'a dit que là où je borde passe, ils ont toujours des soucis chaque fois qu'ils y passent. Donc c'est vraiment un col qui est reconnu pour avoir des ondes pas très positives, et du coup c'est plutôt dans ce sens-là. Et l'équipe de tournage n'a jamais été vraiment un blocage. Aussi le fait qu'on a dû redescendre jusqu'au point de départ du matin, c'était aussi parce qu'il n'y avait aucune maison entre le point de départ le matin et ce col-là. Ah, d'accord. Du coup, c'est pour ça qu'on a dû retourner au point de départ. Mais la caméra n'a jamais posé problème, étant donné que c'était un seul caméraman avec une petite caméra et un preneur de son avec une petite perche. C'était pas très problématique dans ce sens-là. D'accord, mais quand il devait héberger une famille, il devait aussi automatiquement héberger le caméraman et le preneur de son aussi. Non, pas forcément. Lui, il a été parfois dormir dans un hôtel ou comme ça n'a jamais été vraiment un souci. Ah, d'accord. Pour moi, le plus important, c'était de trouver une écurie, et j'ai toujours dormi avec les chèvres. Je les ai jamais laissées seules. Donc pour moi, j'avais pas besoin de lit ou quoi que ce soit. Il me fallait juste une petite écurie pour les chèvres et moi, et c'est tout.
D'accord, d'accord. C'est bien que tu fais cette précision, Isaline. Et aussi, tu sais, juste, pardon de te faire répéter, mais tu sais quand tu parles un moment avec le berger italien là, Oui. et qu'après il te passe quelqu'un au téléphone et que après qu'est-ce qui se passe, Isaline? Tu te retrouves donc la fille au téléphone te dit d'aller dans tel endroit et tu vas devant une cabane, quoi. C'est quoi, un petit chalet, et c'est Alors, fermé. Qu'est-ce qui s'est passé, Isaline? alors ça n'a pas été montré dans l'émission parce qu'il y a eu un bug aussi entre le caméraman et moi. On s'était mal compris à ce moment-là parce que j'étais dans le stress et c'était vraiment important pour moi que je trouve un endroit pour dormir parce qu'il y avait l'orage, etc. Donc c'était Oui, comme oui, j'ai dit bien dans sûr. l'émission. Et puis à ce moment-là, elle m'a dit que je pouvais redescendre et aller dormir dans une chotte, comme on dit ça. Donc c'est un peu un chalet d'alpage. Et qu'il y avait une des portes qui était ouverte. Et au moment où je suis redescendue, les deux personnes qu'on voit au début, quand j'arrive sur ce col, me disent que les humains peuvent venir dormir dedans, il n'y a pas de souci, mais que les chèvres, je dois les laisser dehors. Elles rentrent pas. Et sachant qu'il y avait une tempête de neige, etc., la nuit même, bah, je voulais pas laisser mes chèvres dehors dormir toutes seules au froid et sous la neige. Donc c'est pour ça qu'on me retrouve après devant la chotte en pleurant et qui doit redescendre. Parce que du coup, là, il y avait une impossibilité de dormir à cet endroit-là. Bien sûr. Et on peut dire aux auditeurs aussi que tu t'es occupé et tu t'occupes vraiment hyper bien de tes chèvres parce que tu t'inquiétais, ils perdaient du poids. Je te pose une question, Isaline, est-ce que tu penses, parce que toute forme de vie j'allais dire, est respectable et des fois ils ont le même fonctionnement que nous. Est-ce que tes chèvres, c'est une question, est-ce que tes chèvres, ils ont entre guillemets quitté leur zone de confort pour aller partir à l'aventure avec toi dans les montagnes, etc. Et à cause de ce stress d'avoir quitté leur zone de confort, ils ont perdu du poids. Et à un moment, ils ne voulaient pas manger. Est-ce que c'est ça surtout, ou ça n'a rien à voir à ton avis? Oui, alors bien sûr, pour les chèvres, c'était aussi un énorme changement et assez radical. Au début, elles n'ont pas compris ce que je leur demandais, ce que j'attendais d'elles, parce qu'elles n'avaient jamais fait de trekking. Ça faisait 5 mois que je les avais accueillies à la maison, donc on se connaissait pas très bien encore. On n'avait pas encore une relation comme maintenant. Maintenant, mes chèvres, j'arrive au parc, elles arrivent au galop. Mais c'est vrai qu'avant, je devais même un peu me bagarrer pour les attraper au parc. Donc la relation n'était pas vraiment encore faite entre nous. Parce que de base, je voulais partir avec 2 autres chèvres et ensuite je les ai rencontrées vers Noël. Et puis ces 2 chèvres, je les ai récupérées pour les éduquer, mais du coup, on n'avait pas encore assez de temps ensemble. Et du coup, pour ces chèvres, elles ne comprenaient pas vraiment ce que je leur demandais. Pour moi, c'était aussi un énorme stress de partir sur autant de temps parce que j'avais jamais fait de trekking aussi long. J'avais aussi un caméraman à responsabilité et un preneur de son à responsabilité qui connaissaient pas forcément non plus les trekking, etc. Donc pour moi, c'était une grande responsabilité à 16 ans d'avoir mes 2 chèvres, le caméraman, le preneur de son et moi-même à gérer toute cette équipe en montagne et que C'est pas personne se évident. laisse. Non. Donc je pense aussi qu'elles ont ressenti mon stress interne et du coup elles étaient là. Attends, on ne dort pas au même endroit que de base, où c'est qu'on devrait être. On dort dehors seul en montagne. Notre guide, elle est hyper stressée. Qu'est-ce qui se passe? Et elles n'ont pas compris en fait. Et c'est pour ça que les premiers jours, elles ont un peu peiné. Et ensuite, une fois qu'elles ont pris le rythme, qu'elles ont compris, ça a été beaucoup mieux. Donc c'est à peu près à partir de Stalden, je pense, quand on est chez Postman Art, que là, elles ont vraiment commencé à comprendre. Parce que sur l'étape entre Stalden et Turbel, je me suis vraiment dit, maintenant je lâche. C'est la dernière étape avec les chèvres que je fais si elles vont pas mieux. Et j'ai dit, je lâche émotionnellement et on y va. Je fais pas trop attention. Et là, du coup, comme moi, j'étais sûre de moi, j'étais sûre de ce que je voulais faire, j'étais sûre de où c'est que je voulais aller, bah, les chèvres, elles ont compris et du coup, ça a été super bien. Et à partir de là, on aurait pu aller jusqu'au bout du monde, je pense, ça aurait pas eu de souci. Donc les chèvres étaient vraiment au top après. Ça, c'est super, parce que eux aussi, ils ont, sans le vouloir, vécu quelque chose qui a changé leur vie à ces chèvres aussi, on peut dire. Bah, Hein. ces chèvres, elles auraient dû partir à la boucherie, normalement. Je rêve, ce que tu me dis, j'hallucine, hein, ce que tu me dis. Ah Non, ouais, ces chèvres, en fait, c'est mon voisin, il a plusieurs chèvres. Et puis un soir, il est passé, il m'a dit, écoute, tu veux pas 2-3 chèvres? Et puis, bah, j'avais déjà d'autres chèvres avant. Et puis j'ai dit, écoute, pas forcément, mais on vient voir et puis on va boire l'apéro chez toi et puis on pourra déjà discuter un petit peu, puis on verra. Puis on est descendu et j'ai craqué sur Valais, celui qui a toujours les sacoches rouges.
dans le film. Et puis il m'a dit, écoute, si tu le veux, tu peux, mais du coup tu prends aussi son frère, Valis, celui qui a les sacoches bleues, parce que une partie des chèvres va partir à la boucherie. J'en ai trop, il faut que je fasse que mon troupeau soit plus petit. Donc ils ont été sauvés un peu in extremis. Ah ben ça c'est incroyable parce que tu sais dans le reportage ils le disent pas les caméramans rien du Non, tout, tu non, vois. ça je l'ai pas dit. Mais c'est beau. Alors en plus de les avoir sauvés d'une mort certaine, tu les as fait vivre une expérience extraordinaire, même si Oui. par moments c'était difficile, mais ça les a rendus service aussi parce que maintenant ils apprécient le confort, les trucs et Maintenant c'est des stars. eh oui, c'est des stars. Franchement, tu as raison, quoi. Et oui, mais une question aussi pour l'équipe de tournage, parce que je sais que c'est pas évident des fois. Les journalistes, je suis très méfiant parce que des fois, mais tu me dis si je me trompe encore une fois, Isaline, des fois c'est pas l'histoire qui compte, mais c'est comment ils vont présenter à leur manière les choses. Je voulais te dire, est-ce que ça arrivait que des fois tu as dit au caméraman, ben écoutez, ça ne le mettez pas parce que c'est pas intéressant. Moi, je veux que vous mettez ça et ça. Et ils t'ont écouté ou pas finalement? Non, alors ça s'est pas du tout passé comme ça parce que le caméraman il est venu presque 3 semaines en tout pour venir me visiter et tout ça et que vraiment on ait un bon contact avant de partir sur le voyage, qu'ils comprennent vraiment dans quel but je pars sur ce voyage. Et vraiment en revoyant l'émission plusieurs mois après le voyage, j'ai retrouvé exactement jour par jour ce qui s'est passé. Donc c'est très 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 proche de la réalité de ce qui s'est passé et j'ai jamais dit ça tu dois pas mettre dans le montage ou comme ça. C'est vrai que de cœur, les passages où Valis il se jette par terre parce qu'il veut plus marcher les premiers jours, qu'il est fatigué, etc. J'aurais dit écoute tu mets pas ça dans la vidéo, tu mets pas ça dans le film parce que c'est pas ce que je veux montrer à travers mon trekking. Et il l'a quand même mis dedans et on comprend aussi ce qui s'est passé. Et du coup, c'est vraiment très très proche de ce qui s'est passé dans la réalité. Et le caméraman lui-même a dit que pour lui, ça a vraiment été un voyage initiatique de faire ce trekking à nos côtés. Donc non, il n'y a pas de passage que j'ai dû dire, écoute, tu mets pas ou comme ça. C'est vraiment ce qui s'est passé sur le moment. D'accord. Des fois, des ambassades de Suisse, ils te contactent pour le lancer du drapeau, justement, Exactement. symbolique. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors ça, c'est... Oui. Oui. Ma question est la suivante. C'est-à-dire que toi, quand tu fais ça, ça a une valeur importante pour toi. Tu ne le fais pas juste, on m'a dit de le faire. Non. Quand tu le fais, tu crois que tu peux apporter quelque chose comme la paix, par exemple. Alors, pour moi, déjà, lancer le drapeau, que ce soit dans un alpage, dans nos Alpes suisses, ou bien que ce soit dans une fête des yodeleurs en ville, pour moi, c'est toujours un honneur. Parce que le fait de tenir le drapeau, de le représenter, on est l'image de la Suisse, en fait. Et quand il y a des corps des Alpes derrière, c'est nous qu'on regarde, parce que c'est nous qui avons un mouvement et qui mettons un peu une ambiance aussi avec les corps des Alpes. Mais le fait de lancer le drapeau dans d'autres pays pour des ambassades, c'est un énorme honneur, c'est une énorme représentation qu'on fait parce que finalement, on est la personne qui représentons la Suisse sur ce moment-là. Et donc, on se doit aussi de présenter une image de quelqu'un qui est gentil, qui est poli, qui est agréable, qui représente bien et tout ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Finalement, on est un peu des ambassadeurs quand on va lancer le drapeau ailleurs. Donc c'est vraiment toujours un énorme honneur. Là, j'ai eu la chance d'aller lancer le drapeau en Slovénie. C'était juste incroyable, ou bien encore à Paris. Là, je vais bientôt partir à Lyon et à Londres. C'est chaque fois un énorme honneur et il y a presque les larmes aux yeux qui éclosent quand on lance le drapeau. Même si c'est une ambiance tout autre que lancer le drapeau dans un alpage. Oui, bien sûr. Et ce que je voulais te dire, avec ce qui se passe en ce moment, des fois on parle de guerre, comment dirais-je, nucléaire, de Troisième Guerre mondiale. Est-ce que tu t'es dit, comme c'est la sérénité là-bas à Sion par rapport à Marseille ici, comme tu as pu le constater, que tu aimerais le faire d'une manière symbolique et même spirituelle, hein, entre guillemets, pour apporter la paix? Alors, je verrais pas trop comment est-ce que je pourrais apporter la paix en lançant le drapeau par rapport à la Russie et l'Ukraine, parce que c'est un morceau énorme de ce qui se passe. Mais par exemple, quand on va lancer le drapeau ailleurs, en tout cas pour ma part, quand je vais lancer le drapeau en Slovénie ou bien
à Paris ou bien à Lyon ou bien encore à Londres, pour moi, je fais aussi attention que je représente bien, que, vraiment, je force pour que vraiment je donne la meilleure image possible de la Suisse. Si on arrive, je sais pas, à Paris, si j'arrive à Paris et puis que je suis impolie, que je respecte pas les gens, etc., je vais être engagée une fois par l'ambassade et puis après ils vont dire on ne la veut plus. On veut plus qu'elle représente la Suisse. Et puis il y a aussi autre chose qui est très important dans notre association suisse des lanceurs de drapeaux, c'est la neutralité. Parce que si on représente on dit des choses politiques extrêmes, etc., on peut être jusqu'à rejeter de l'association. Donc c'est vraiment quelque chose de très important chez nous à respecter, c'est vraiment la neutralité suisse qu'on doit représenter partout, même au sein de notre propre pays. Quand tu fais ce lancer de drapeau, finalement, tu ne dois pas faire passer certaines choses, c'est ça? Il faut pas que j'exprime d'opinion politique ou comme ça au travers du lancer de drapeau. Dès le moment qu'un lanceur de drapeau porte le costume et est en public, on ne doit pas exprimer une opinion politique extrémiste ou comme ça, c'est vraiment important. On a le droit de parler de ce qu'on pense, mais on ne doit pas, par exemple, lancer le drapeau dans une manifestation, par exemple. Ça, on ne devrait pas, au risque de se faire rejeter par l'association. Waouh, mais c'est quand même... Ah oui, est-ce que c'est arrivé ça, ce genre de choses? C'est arrivé que certains lanceurs de drapeaux se fassent rejeter effectivement à cause d'une opinion politique extrémiste, oui. D'accord, oui. Donc ça fait, quelque part, ça fait une certaine pression pour se dire, oui, je dois faire ça, mais d'une manière... Mais quand tu le fais dans ton cœur, rien ne t'interdit de te dire, moi, je fais pour la paix. Je veux pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale, ni avec la Russie, ce qui se passe avec l'Ukraine, ni dans le futur, parce que là, on est en 2022, mais peut-être dans 3-4 ans, il y aura d'autres pays qui vont aussi... j'allais dire, faire que une troisième guerre mondiale peut arriver. Donc, c'est pour ça que quand je te disais tout à l'heure, est-ce que quand tu lances le drapeau de la Suisse, qui est très symbolique sur les 200 pays sur Terre, on sait tous que la Suisse, c'est un pays neutre, un pays, des fois, tu sais, comment dirais-je, qui essaye de faire la médiation entre les pays, etc. Mm-hmm. Et donc toi, tu te dis que tu as quand même une importance à jouer, au moins dans ton cœur, dans tes pensées, les énergies, parce que toi tu parles beaucoup d'énergie, Isaline, et tu as raison. Mm-hmm. En faisant ça, est-ce que c'est dans tes pensées, tu te dis c'est une bonne énergie ce que je fais, et ça peut contribuer quelque part à la paix. Alors, depuis que j'ai fait le trekking, j'ai un peu changé de mentalité, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans le moment ici et maintenant, dans le présent. Et puis que si on pense trop loin en avant, de toute façon, on déprime. Actuellement, avec le climat qui va pas, là, quand on voit qu'il neige au Brésil et qu'il y a des tornades en Allemagne, et puis etc., on voit aussi ici en Valais, surtout nos glaciers qu'on voit fondre de semaine en semaine. Aussi par rapport à la guerre, il faut pas trop y penser à mon avis. À mon avis, il faut profiter à fond de chaque chose qu'on peut faire dans le moment présent, faire du mieux possible, que chacun fasse du mieux possible pour soi-même, pour les gens qui l'entourent, et qu'on fasse la paix déjà avec soi-même et avec les personnes qui nous entourent, ce serait déjà un énorme pas. C'est comme j'ai entendu une personne dire, si chaque personne balayait devant sa porte, Paris serait propre en 5 minutes. C'est vrai, ça. Et donc du coup, je pense que si chacun déjà nettoie devant sa porte, donc ça veut dire regarde sur soi-même qu'il ait déjà la paix avec soi-même, qu'il ait la paix avec les gens qui l'entourent, il n'y aurait pas de guerre. Et si chacun regardait pour son propre problème et réglait ses propres problèmes, il n'y aurait aucune raison d'aller chercher chez les autres ce qu'on n'a pas. Parce que finalement, quand on regarde à l'intérieur de soi, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Et si on va toujours chercher les problèmes ailleurs et qu'on dit toujours ah l'autre il a ça en plus, sûrement que c'est le voisin qu'on chérit et qui dit ah il a tout ça, il dit la même chose de nous, ah il a ça que j'ai pas. Et ça je pense c'est vraiment aussi important que chaque personne comprenne.
c'est clair qu'en pensant comme ça, on va pas arrêter la guerre en Russie, en Ukraine. Pour moi, personnellement, je trouve ça juste un jardin d'enfants, très clairement. Mais après, comme je dis, je suis neutre par rapport à ça. Et voilà, il y a sûrement des raisons, autant pour la Russie, autant pour l'Ukraine. Je critique pas, et c'est pas à moi non plus d'aller regarder les problèmes là-bas. Mais je pense que si chacun regarde pour soi-même, et c'est un peu aussi la philosophie de la Suisse, si j'ai envie de dire, c'est que chacun regarde un peu devant ses pieds, et puis essaye de nettoyer autour de soi-même. Et ça, c'est le plus important. Et c'est comme ça aussi que je pense que la Suisse arrive à garder un peu sa neutralité. C'est qu'on va pas chercher les problèmes chez les autres. Oui, ce que tu dis, c'est pertinent de toute façon, Isaline. Et moi-même, je partage ton avis. Parce qu'il y a 200, comme je t'ai dit, pays sur Terre. C'est quand même extraordinaire. Bon, nous, en Occident, on parle beaucoup de l'Ukraine, mais quand on voyage dans d'autres pays, en Asie ou en Afrique, ils n'en parlent même pas, parce que pour eux, ils ne sont pas concernés. Ils ont raison quand même. Tu vois, nous, on nous oblige à prendre parti là contre la Russie, alors que il faut pas oublier que la Russie, quand même, la Fédération de Russie, c'est le plus grand pays du monde en superficie, et aussi, et oui, et le plus grand pays aussi du monde qui détient des armes nucléaires. Donc, il vaut mieux ne pas, j'allais dire, faire une surenchère. Hier, j'ai écouté une émission avec quelqu'un qui avait des responsabilités très importante dans le gouvernement français. Il s'appelle Alain Juillet, comme le mois de juillet, et il disait justement ces choses-là. Tu vois, il avait le courage de dire, maintenant qu'il est plus en politique, il travaillait pour le renseignement français, etc., dans des postes du ministère de l'Intérieur, etc. Et son discours, il est quand même intéressant. Il dit qu'il ne faut pas faire ce qu'ils font en Europe, en France, etc., donner des armes, mais il faut trouver un moyen de paix, de réconciliation. Je trouve qu'il n'a pas tort. J'aurais aussi envie de dire que toutes les guerres, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, qui ont commencé, c'est quand on a essayé d'aller piller des choses chez les autres. Et que parce qu'on croyait que les autres avaient plus que nous. Et à mon avis, si chacun restait un petit peu à sa place actuellement et qu'on n'allait pas chercher les problèmes chez les autres, c'est comme si la Suisse disait maintenant on aimerait avoir un territoire plus grand parce qu'on est un petit pays et on aimerait par exemple avoir l'Autriche en plus et qu'on commence à se battre contre elle pour avoir du territoire en plus. C'est aberrant. Après, sûrement qu'il y a d'autres raisons. Voilà, c'est juste ce qu'on entend ici. Et je pense aussi que chacun exprime son opinion sur cette guerre. C'est aussi un petit peu prétentieux à mon avis parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement. Nous, tout ce qu'on a, c'est des informations qui sont filtrées, surtout qu'on connaît aussi les pays de l'Est, comment ça fonctionne dans les médias. Et je pense qu'on n'a pas non plus notre histoire à mettre là-dedans. À mon avis, si tout le monde laissait faire son histoire entre la Russie et l'Ukraine et qu'on les laissait se débrouiller tout seuls, il n'y aurait aucune raison de se battre. Parce que du coup, il n'y a pas d'intérêt. Si chacun s'intéresse et puis dit « Ah, on soutient l'Ukraine, les autres, on soutient la Russie », et puis qu'après on se tape tous sur la tête, ça sert à rien. Si on les laisse se débrouiller tout seuls, au bout d'un moment, ce sera fini beaucoup plus vite parce qu'il n'y aura pas toute la terre à détruire. Il y a deux pays qui se battent. Là, on est en train de monter tous les pays l'un contre l'autre, alors que c'est une histoire entre deux pays. Alors, personnellement, je dirais mais qu'on regarde chacun devant sa porte et puis qu'on les laisse faire finalement. C'est leur histoire, c'est pas la nôtre. Et nous, on peut pas avoir la prétention de savoir ce qui se passe là-bas sans y vivre, sans y connaître tous les problèmes et sans savoir si on a vraiment toutes les informations. Ce que tu dis, mais c'est super et j'approuve à 100%. Et rappelle-nous ton âge quand même, Isaline. J'ai 17 ans. Voilà, 17 ans, mais putain, franchement, tu me fais halluciner, tu me fais très plaisir, tes parents peuvent être fiers de toi, ta famille, etc. Pourquoi ? Parce que ce que tu dis, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. On vit dans une société, il y a une hypocrisie immense, tu sais, avec les dirigeants européens, et même moi, en tant que Français, avec Macron, tu vois, qui a été réélu, qui diabolise la Russie, et que... comme je t'ai dit, tu as tout à fait résumé facilement la situation.
il faut laisser l'Ukraine et la Russie se débrouiller entre eux. Nous, on n'a pas à intervenir en quoi que ce soit, ça ne nous concerne pas. Alors je trouve ça hyper scandaleux que la France et des pays européens livrent des armes aux Ukrainiens. Justement, Je veux dire... le fait de livrer des armes, etc., c'est juste rajouter de l'huile sur le feu. Ah oui. Qu'on les laisse se débrouiller tout seuls, mince. Mais bien sûr. C'est leur problème. Et oui, Isaline. Et moi, je ne crois pas au hasard. Je vais te dire, sur 365 jours dans l'année, Isaline, il s'avère que je suis né le 24 février, tu vois. Et une autre chose qui n'est pas le hasard, c'est que je suis président d'une association que j'ai créée il y a 8 ans à peu près, qui est déclarée en préfecture à Marseille, en France, tu vois, et qui fait plusieurs choses, notamment par exemple aider les enfants, tu sais, par exemple, qui ont besoin de médicaments et qu'il y a un embargo américain, tu sais, en Iran par exemple. On avait été contacté par l'ambassade exactement par le ministre Jawad Zarif, grâce à un tweet. Des fois, tu sais, un tweet, tu te dis, mais qui va le lire? Un jour, en tant que président de l'association que je dirige, j'ai envoyé un tweet, c'était en août 2019, à ce ministre Jawad Zarif des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, en disant, parce que lui, il disait que à cause de l'embargo américain, regardez, il montrait des photos, les enfants iraniens meurent du cancer, on ne peut pas leur acheter les médicaments. Donc je l'ai contacté par Twitter, je lui ai dit, s'il vous plaît, dites-nous quels médicaments et combien le nombre et tout. 3 mois après, c'était exactement le 8 novembre 2019, je reçois un email de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Paris, en disant, voilà, ils nous ont donné plusieurs listes de médicaments, tu vois, et immédiatement, il n'y a pas de dimanche, lundi, d'heure. Quand c'est pour aider des enfants, il n'y a pas de date. Moi, je ne travaille pas dans les horaires de bureau. En plus, je suis bénévole dans l'association. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le même jour, j'ai contacté l'ambassade des États-Unis, tu vois, en leur disant, voilà, s'il vous plaît, j'aimerais savoir pour ces médicaments, avoir un document qui autorise la République islamique d'Iran à acheter ces médicaments. Donc j'avais même appelé, j'étais prêt à aller aux États-Unis, etc. Les autorités américaines, ils m'ont fait comprendre que ces médicaments n'étaient pas sous embargo, qui concernaient des maladies très graves, du cancer, etc. Bon, après, moi, je ne sais pas si... c'est plus tard que j'ai appris que finalement, je vais être honnête, que la République islamique d'Iran, sur ça, c'était pas vrai. Voilà, ils avaient dit ça, mais en réalité, ils pouvaient les acheter, les médicaments. Ça, j'ai des preuves. Mais je veux quand même garder un bon contact avec ces autorités iraniennes. Mais ce que je veux dire, c'est que la République islamique d'Iran, donc... elle a fait ça, elle a dit ça, elle a menti, j'ai des preuves, moi je peux aller n'importe quel tribunal, je dis oui, ils ont menti, ils nous ont fait croire ça, en réalité, ils pouvaient les acheter, mais ils ont, voilà, bon. Mais je referme la parenthèse. Et un autre truc, c'est que depuis un certain moment, depuis longtemps quand même, la Fédération de Russie, elle nous suit, notre association sur Twitter. Et donc nous, on peut garder quand même des bons termes avec eux, malgré que tout le monde aujourd'hui, c'est la mode d'être du côté ukrainien, tu vois, c'est là où tu as les plus de subventions, tu vas avoir des aides, mais nous, on n'est pas hypocrites, et on ne va pas tourner la veste, comme on dit, juste pour avoir de l'argent. Non, c'est pas dans mes valeurs. Et tu as vu, en plus moi j'habite dans un endroit, c'est petit, tu as vu le couloir tout à l'heure, le bruit, les gens se disputaient, s'insultaient et tout, tu vois, donc je le mettrai peut-être pas au montage parce que c'est quand même des gros mots pas très sympas, et surtout si des enfants vont écouter l'émission, donc c'est pour ça que je vais pas le mettre, mais je veux dire, je vis donc dans une situation économique qui est pas très, très bien, mais c'est pas pour ça que moi je vais me dire, tiens, je vais choisir le côté ukrainien, là, l'association que je préside, elle va avoir des subventions, on va avoir du fric. Non. Moi, j'ai pas la foi de faire des choses comme ça. Je crois que l'univers, Dieu, peu importe le nom qu'on met, Isaline, si on se tourne directement vers lui, il va nous aider. Moi, j'attends pas après des hommes, parce que les êtres humains, ils veulent te donner à condition que tu crois comme eux, tu fais comme eux. Tu as compris ce que je veux dire? Et comme je te disais, pour
des médicaments. Nous nous ont contactés quelque part pour nous prendre un peu pour des idiots, quoi, tu vois, pour nous dire, ah ben tiens, l'Amérique, ils sont méchants, regardez, ils laissent mourir de cancer les enfants. Alors que c'était pas vrai. Alors que c'était absolument pas vrai, mais je peux même pas rentrer dans les détails, je t'ai dit, j'ai des preuves. Mais en ce qui concerne, donc, ce qu'on a évoqué, Isaline, et désolé d'en parler, mais d'un côté, toi, sauf erreur de ma part, tu dis que tu t'intéresses un peu, tu aimerais te lancer en politique, ou tu as changé d'avis depuis? Alors, me lancer en politique, effectivement, il y a quelques années encore, je ne sais pas si vous avez vu du coup le reportage de l'Illustré. Oui, oui, oui. Je voulais créer mon parti politique, le PEP, le Parti des écologistes patriotiques. Je pense actuellement qu'on peut aussi faire bouger les choses sans faire forcément un parti politique. Parce que dès le moment justement qu'on crée un parti politique, on a besoin d'argent et du coup on rentre dans un système. Et je pense que c'est bien plus beau, maintenant comme j'ai l'occasion de le faire, en faisant des conférences, etc., de planter des graines chez les gens et après espérer que ça germe. Et je pense que sans avoir de prétentions politiques, etc., juste en allant à la rencontre des gens et parler de certaines choses, il y a beaucoup plus de chances de faire bouger les choses qu'en se mettant dans la politique. Parce que si on se met dans la politique, les gens aussi vont braquer directement. Et après, il y a aussi des intérêts financiers qui rentrent en jeu, etc. Donc, à mon avis, juste rentrer à la rencontre des gens et puis après que les gens nous contactent, etc., ça a un beaucoup plus grand effet, beaucoup plus neutre, beaucoup plus simple que créer un parti politique ou comme ça. Mais mes idées, je les ai toujours et puis j'essaierai toujours de continuer à les faire germer chez les gens. Mais après, ça, c'est au choix des gens d'écouter ou pas. Et Oui, d'adhérer ou je pas. vois Et ce que j'oblige tu veux dire. personne à suivre mes idées. Je vois ce que tu veux dire, Isaline, je comprends exactement. Je voulais te demander aussi, évidemment, tu sais, hier, un exemple, pardon de parler encore de ça, mais puisque j'aime pas ce mot du tout, mais c'est à la mode en ce moment, mais parce que c'est nous qu'on a. Mais toi, tu as bien dit tout à l'heure. De toute façon, entre l'Ukraine et la Russie, c'est leur problème à eux, et en aucun cas nos pays ne doivent intervenir, encore moins se donner des armes. Donc, mais ce que je veux dire, hier j'ai vu une scène, je voulais filmer, j'ai pas eu le temps. Il y avait une dame en ville à Marseille, avec une petite fille, elle devait avoir peut-être 4 ans la petite, tu vois, environ, avec un petit drapeau ukrainien. Et c'est sûr donc que c'était des Ukrainiens. Et à un moment, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je filme, j'interpelle la dame, je filme la petite et tout, en disant, déjà, je ne savais pas si elle allait parler anglais déjà, tu vois, la mère, pour lui poser des questions. Parce que, et aussi, j'ai un ami ukrainien de très longue date, Boris il s'appelle, il a la carrure de quelqu'un de costaud, tu sais, on dirait qu'il fait je sais pas moi, du sport et tout. Et il est en France depuis plusieurs années. Je l'ai vu il y a 2 jours là. Je t'enverrai une vidéo. Il a organisé avec une autre personne un concert pour des enfants, tu sais, dans les cités difficiles de Marseille, tu vois. Et c'était très joli. Alors lui, comment dirais-je, il pourrait aussi, pardon de dire ça, mais il faut que les auditeurs aussi le sachent, hein. Oui. Il est jeune, il est costaud, etc. Il a la famille en Ukraine, il pourrait dire je vais aller en Ukraine et aider mon pays et me battre contre les Russes. Mais absolument pas, il fait pas ça. Il a tout à fait raison, parce qu'il sait que c'est politique à 100%, tu vois. Et il préfère rester en France et aider les gens ici sans distinction de nationalité, de religion, etc. Ce qui est super, tu vois, et j'approuve ce qu'il fait. Alors moi, je voulais l'aider avec l'association que je préside. C'est une idée, je te le dis, parce que tu es la première à le savoir. Justement, parce que les adultes sont tellement bêtes, tu sais, et souvent, tu vois, que moi j'aimerais que les enfants, parce qu'à Marseille il y a des Russes aussi, il y a une communauté russe quand même, comme c'est une grande ville, j'aimerais que des petits Russes et des petits Ukrainiens se rencontrent, prennent un goûter, tu vois, chez mon ami Boris là-bas, parce qu'il a une association comme je t'ai expliqué, dans les quartiers nord de Marseille, et j'aimerais faire ça, tu vois, c'est une idée pour que les enfants ils s'aiment entre Russes et Ukrainiens.
Donc les adultes, on sait bien que c'est difficile de demander ça aux adultes parce ils campent sur leur position, en tout cas pour le moment, tu vois. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Oui, c'est une très bonne idée. Enfin, je pense que, mais de toute façon, il faut que tout le monde fasse la paix. C'est pas que entre les Russes et l'Ukraine. Actuellement, on est dans une période qui est très compliquée pour tout le monde. Et puis, il faut que tout le monde fasse la paix entre soi. Mais c'est comme j'ai dit avant, il faut que chacun fasse la paix avec ses voisins déjà. Parce que je vois déjà aussi en Suisse, hein, pas que à Marseille, mais des fois aussi entre voisins, ça crie pour des choses complètement hallucinantes et qui ont ni queue ni tête. Et puis que chacun déjà regarde dans son jardin et regarde dans ses problèmes, ça réglerait déjà d'énormes problèmes. Et puis si les autres aussi montrent l'exemple en montrant que tout le monde peut vivre en paix et qu'on laisse l'Ukraine et la Russie faire leur tambouille là, bah, du coup on aidera aussi beaucoup plus. Parce que sur la Terre, il y a aussi tout un réseau d'ondes énergétiques. Et si tout le monde monte dans les énergies, dans l'agressivité, etc., ça va juste faire que toute la planète soit dans une énergie d'agressivité. Ça va absolument pas aider. Si tout le monde se calme, se pose et puis ramène un peu de paix en soi, dans sa famille, les personnes proches de soi-même, ça ramènera déjà une onde de paix et de calme qui va aider aussi l'Ukraine et la Russie à se calmer. Mais ça, pour aller faire comprendre ça aux politiques, etc., ben, courage. C'est vrai ce que tu dis. Les politiques, tu sais, moi, ils me font halluciner avec leur putain, pardon d'être vulgaire, de costumes et tout. Tu sais, ils font des trucs, des conférences et tout. Soi-disant, ils nous représentent. Mais putain, je veux pas être vulgaire, mais ils vont se faire voir. Je le dis d'une manière pas très vulgaire. Mais on s'est bien compris. Parce que eux, justement, ils peuvent dire à leur famille, ils font croire, ouais, moi je reprends tel pays, l'Europe, si ça le reste, la France et tout. Mais absolument pas. Moi, je vais te dire un truc qui est peut-être hyper choquant. Je pensais pas dire ça un jour, mais actuellement, j'ai aucun président, moi. Voilà, aucun. Parce que de toute façon, les présidents, mes droits perso sont bafoués. Je te l'ai pas dit, mais je vais en profiter de te le dire en une minute, parce que je veux pas que cette émission soit trop longue et t'embêter, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais je suis né en France, Isaline. J'avais fait des études aux États-Unis en 2007. Après, mon cousin en Ouzbékistan m'a appelé pour venir travailler en Ouzbékistan. Je suis allé. J'ai rencontré une jeune femme russe d'Ouzbékistan, Tatiana, et c'était en 2008 que j'étais en Ouzbékistan. Elle m'a fait croire qu'elle m'aimait. Moi, je suis hyper naïf, j'ai cru, tu vois. Sa famille aussi, ils m'ont utilisé. Après, on s'est mariés là-bas dans une mairie, tu sais, et après, elle a voulu venir en France et tout. Étudier, etc. Mais elle me demandait même pas mon avis, en fait. Alors que moi, je voulais retourner aux États-Unis, plutôt travailler là-bas et tout. Elle voulait pas. Mais comme j'étais hyper naïf et manipulable, influençable, ben, je suis revenu en France. Une fois que elle avait tout prévu, mais c'est après que j'ai tout compris, tu vois. Mais quand c'était trop tard, elle avait prévu ben, on a eu un enfant, une fille, que j'ai gardée, Isaline, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, pendant que la mère, elle allait à l'université, tu vois. Et moi, j'étais père au foyer. J'aime pas cette expression parce que c'est n'importe quoi. Parent au foyer, je préfère mieux dire. Bon, moi, je me sens même pas père, tu vois, parce que encore mettre homme-femme, etc. Bon, on est des êtres humains de toute façon. Oui, de toute façon, on est tous une âme. Et voilà. De base, donc. Et tu sais, et ce que je veux dire, c'est que une fois qu'elle a eu la nationalité française, etc., elle me trompait déjà avec son amant à l'université. Moi, je disais rien. De toute façon, parce que elle était quand même violente avec moi. Si on la voit physiquement, on me dit oh comment ça se fait. Mais oui, mais bon, peu importe. Ce qui s'est passé, c'est que mon ex-épouse vit toujours à Marseille, parce que je l'ai rencontré dans le métro il y a 2-3 jours. Je l'ai croisé par hasard, on était dans la même rame, mais je lui ai pas parlé rien. Sur le coup, je voulais la filmer, tu sais, en lui disant vous avez pas honte de pas respecter les décisions de justice, je suis censé voir notre fille, etc. Je voulais même la vous voyez, tu vois, tellement que voilà. Mais je l'ai pas fait, j'ai pas filmé rien, j'ai dit je laisse, je dis rien, je laisse faire. Tu vois, mais elle m'a vu, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 2016, tiens-toi bien, hein, Isaline, je ne vois pas ma fille. Alors que j'adore ma fille, tu peux pas t'imaginer, quoi, tu vois.
Ah, mais je l'adore, mais j'ai pleuré plein de fois, moi. Et, j'imagine, c'est horrible. Ah, mais c'est horrible, 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 horrible. Il n'y a pas de... tu vois ce que je veux dire? Et j'ai saisi la justice et tout. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai pas de président. Encore moins de ministre de la justice comme Dupond-Moretti, je ne sais pas si tu le sais, qui c'est le seul magistrat juge je en connais France. très peu la politique française. Mais... Ah, d'accord, mais tu perds rien parce qu'ils ne valent pas le coup de les connaître. Hein. C'est vrai en plus. Mais pour te dire que depuis l'histoire de France, c'est la première fois qu'il y a un ministre de la Justice qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt, tu vois. Mais comme ils s'arrangent entre eux, les magistrats, voilà. Alors, au début, mais je finis, je t'avais dit 1 minute, pardon, hein, mais j'avais eu la garde de ma fille exclusive, provisoire au début du jugement, c'était en 2015, par une juge, Madame Attali, très bien, impartiale, super, tu vois. Mais ça n'a pas plu à une autre juge, Madame Chloé Salé, qui, quand j'étais dans la Drôme avec ma fille, m'avait appelé via son greffier complice, tu vois, alors qu'elle était dessaisie de mon dossier. J'avais reçu une lettre recommandée en disant « Madame Chloé Salé est dessaisie de votre dossier ». Et tu sais ce que ça veut dire, toi, Isaline, quand quelqu'un est dessaisi, un juge, il n'a aucun regard, aucun droit, encore moins de t'appeler, etc. Et elle m'avait appelé, et je l'avais enregistré, tu vois, j'avais enregistré son greffier, il ne savait pas, hein, c'était à son insu, c'est interdit, d'accord, mais je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et c'est là que, à cause de leur magouille, etc., j'ai perdu la garde de ma fille. Mais depuis, je vois plus ma fille. Mais ce que je veux dire, c'est que les magistrats à Marseille, quand on dit mon nom et mon prénom, ils disent « Oh putain, ce connard là », pardon d'être vulgaire, mais ils se disent, je ne vais pas dire des gros mots plus marseillais, j'allais dire, mais on s'est bien compris. Quand mon nom il sort en justice devant un juge, un magistrat, il se dit ce type, il est bien, il n'y a pas de souci, il a un casier judiciaire vierge, il n'a jamais fait de conneries, tout ça. Sauf que c'est un grand connard extraordinaire parce qu'il a porté plainte contre une juge, Chloé Salé. Justement, j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Tu sais ce que c'est la police des polices des juges, si tu veux. Oui, je voulais faire avocate à un moment donné, donc je vois de quoi tu parles. Moi, tu voulais faire avocate. J'aurais rêvé d'avoir une avocate comme toi qui me défend, j'allais c'est dire... plutôt pour la protection animale que je voulais faire ça. Mais... Ah, ben écoute, mais c'est très bien. Franchement, si tu peux le faire, fais-le. Si tu peux le faire, fais-le. Parce que ce qui t'est arrivé, c'est pas par hasard, Isaline. Moi, j'ai refermé la parenthèse à propos de ma fille, tout ça, mais tu as compris comment j'ai perdu la garde de ma fille et que des juges à Marseille sont hyper malhonnêtes et que mes plaintes, etc., pour non-présentation d'enfant, ils passent à la trappe, ils font exprès, tu vois, ils me prennent pour un con. Aussi bien procureur de la République à Marseille, c'est-à-dire que aujourd'hui, il a été mis en place par le président Macron, ce juge, ce ministre de la Justice Dupond-Moretti, et lui, sûrement, pour que je rentre même pas dans les détails, mais tu te rappelles que je t'ai dit l'association que je préside? Oui. Bon, je vais te dire un truc, je suis obligé de le dire parce que c'est quand même intéressant, tu vas voir pourquoi. Dupond-Moretti, c'était un très grand avocat, c'est toujours un très grand avocat, mais comme il est ministre de la Justice, il n'a pas le droit de plaider, évidemment, pour des clients. Oui. Mais il a un associé, Antoine V, il s'appelle, et qui a repris son cabinet. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour, Antoine V, il a dit « Je vais aller en République démocratique du Congo défendre l'ancien Premier ministre, entre guillemets, qui est soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros. » Moi, en tant que président de l'association que je préside, j'ai écrit à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Paris en disant « Voilà, notre association vous conseille de refuser le visa à maître Antoine V, qui veut défendre l'ancien Premier ministre soupçonné d'avoir détourné, etc., des millions d'euros. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a écoutés, l'ambassadeur, et il a refusé le visa. Et moi, après, j'ai répondu à Antoine V, qui est l'ami aussi du ministre de la Justice et son associé, et il a été furieux, il m'a bloqué sur Twitter. Et tu vois, et il nous a bloqué sur Twitter, mais voilà quoi. Et c'est pour ça que
comme rien ne bougeait avant, ben écoute, voilà. Et on leur a fait perdre peut-être 200 ou 300 000 euros. C'est les montants astronomiques qu'ils demandent quand ils défendent des clients, tu sais, qui sont détournés des millions d'euros, qui sont dans des postes prestigieux, etc. Mais je referme la parenthèse et merci pour ta patience d'avoir écouté. Mais je pense que c'est quand même utile qu'on sache ça. Parce qu'on parlait, Isaline, et tu me dis si je me trompe, on parlait des politiciens, tu sais, avec leurs costumes qui nous font croire que il faut diaboliser par exemple la Russie et que eux c'est les méchants et que toi tu as bien dit, la Russie et l'Ukraine, c'est leur problème à eux et on doit en aucun cas ni leur donner des armes ni on ne doit même pas en parler normalement. C'est ce que tu crois. Oui. Mais tu as raison. Et moi aussi. Et une question maintenant, je reviens à toi. Merci pour ta patience. Hein, mais tu sais... avec plaisir. Voilà. Mais tu sais, un jour que tu auras des enfants, Isaline, tu vas comprendre, si tu ne vois pas ton enfant pendant des années, mais c'est horrible, quoi. Alors, j'ai pas d'enfants, mais déjà mes chèvres, quand je les vois pas pendant une semaine, elles me manquent. Donc j'imagine... Non, mais c'est très beau ce que tu dis. Non, mais je sais. Mais c'est très beau parce que quand j'ai vu le reportage... que j'ai vu 2 fois, en plus j'ai 2 épisodes, le premier épisode, le deuxième épisode, que tu dis, c'est comme mes enfants, ces chèvres, justement, tu en prenais bien soin, toi, c'est ça qui est bien. C'est pour ça, si tu peux faire avocat pour les animaux, le droit des animaux, mais pas que, tu sais, des insectes, des abeilles, on voit qu'il y a des pesticides. Non, pour moi, c'est tous des animaux. Hein, mais bien sûr. Et l'être humain aussi, c'est un animal. Il n'y a pas de différence pour moi entre un poisson et un cheval, donc... Exactement, mais pour moi, c'est pareil aussi, Isaline. Et l'être humain, il fait partie de l'espèce animalière. Oui, on est tous des animaux, très clairement. Voilà, exactement. Sauf qu'on sait très bien que c'est le plus dangereux de tous les animaux. Il détruit tout, il prend toutes les autres espèces en otage, tu sais, tu vois. Mais c'est pour ça, si tu peux faire ça, ben écoute, j'allais dire, si c'est, j'aime pas ce mot, si c'est ta destinée, ça serait super. Mon seul problème, c'est que j'ai de la peine avec les études de rester assis sur une chaise et juste regarder le prof toute la journée. Ça, pour moi, c'est un peu compliqué. Du coup, je préfère planter des petites graines, comme j'ai dit avant, en faisant des conférences et en parler aux gens. Je pense qu'on est plus écouté aussi si c'est une personne tout à fait normale qui apporte ce genre de choses sur la table que si c'est un avocat ou quelqu'un de politique. Oui, je vois, c'est vrai ce que tu dis en plus, hein, parce qu'on sait très bien, tu as vu les politiques, ils nous prennent pour des cons. Ça donne des préjugés quand on dit... Ah oui, on ne croit pas les politiques, ils nous prennent pour des cons, tu vois. Aussi bien avec le vaccin, ils nous infantilisent. Je veux dire, au début, le vaccin, c'était pas pour les enfants, maintenant ils veulent des enfants les vacciner de force, enfin... tu vois, on va pas rentrer dans ce débat, mais parce qu'on n'a pas le temps, mais peut-être qu'un jour on refera une émission et quand tu auras le temps, on peut en parler parce que moi je suis très ouvert, il n'y a pas de souci, Isaline. Mais juste comme tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, Isaline, tu disais que même en Suisse, les voisins ils se chamaillent pour rien, c'est ça? Bon, ça arrive à mon avis. Bon, j'ai jamais vécu en France, hein. Mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu déjà un peu vivre en France, etc., à mon avis, c'est déjà beaucoup moins fréquent que dans d'autres pays. C'est qu'on est quand même assez calme, les Suisses. Et je dirais qu'il y a quand même aussi encore une différence entre la Suisse romande où on parle français et la Suisse allemande où on parle allemand. Déjà, personnellement, je fais l'école en Nouvalais, donc dans la partie allemande de la Suisse, mais je vis avec mes parents dans la partie francophone. Et déjà, point de vue caractère, il y a une énorme différence. Ici en Suisse romande, quand il y a un problème, on va sourire devant la personne et après on va lui parler sur le dos avec ses copains. En Nouvalais, par contre, quand on dit, je m'excuse du terme, hein, mais on dit par exemple t'es un con, il te le dit en face et après on va boire un verre, on en discute et après tu sais où sont les limites. Et ça, je pense aussi que ça aide parce qu'au moins tu sais à quoi tu dois t'en tenir, comment tu dois te comporter avec cette personne. Et après c'est la paix parce que du coup tu sais où c'est qu'il y a la limite. Et si tu t'entends pas, tu t'entends pas, ce qui peut arriver avec certaines personnes, mais au moins tu le sais et ça crée aucune bagarre comme ça. Et puis, du coup, et ça je pense en Suisse c'est quand même déjà un peu plus calme par rapport à ça, parce qu'au moins on dit directement, dans la majorité des cas, où c'est qu'il y a les limites, et qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui nous plaît pas. Donc ça je pense ça aide beaucoup. Alors, Isaline, je voulais te demander, sur les 2 épisodes, on voit que ta mère, elle parle donc... qu'elle disait en fait, elle attendait pas d'enfant. C'était un enfant qui est venu comme ça, mais elle n'a pas voulu être mère. Est-ce que, après, dans un autre épisode, dans le premier plutôt,
dans ton regard, elle a vu la connaissance de l'univers. Elle a dit, j'ai vu pas que ma lignée, mais j'ai vu, tu vois ce que je veux dire et ça, c'était touchant pour toi quand tu as entendu ça. Oui. Alors, c'est vrai que mon papa aussi, il m'a toujours dit quand il me regardait dans les yeux, il avait des fois pas peur de moi, mais il se sentait intimidé. Apparemment, j'ai toujours eu un regard très puissant. Ah, mais et c'est beau, ça. encore maintenant, j'ai 17 ans. Et il y a beaucoup de gens qui me croient pas quand je dis que j'ai 17 ans, ou bien si je leur dis pas mon âge, ils me donnent une vingtaine d'années ou comme ça. Parce que c'est vrai que je suis pas du tout comme les autres de 17 ans. Et du coup, ça arrive souvent que les gens, ils me donnent une responsabilité que je devrais pas avoir à cet âge-là, mais ils me parlent, ou bien ils me donnent des responsabilités qui sont pas les miennes. Ou bien, par exemple, un exemple, quand j'étais au cycle, donc c'est le cycle d'orientation en France, je sais pas, c'est le lycée, je pense. On avait une médiatrice et j'ai voulu aller lui parler de mes problèmes avec mes camarades de classe. Et pour finir, elle a parlé de ses soucis à elle pendant 1 heure et j'ai fait la médiatrice. Et à la Wow. fin, elle a appelé mes parents pour s'excuser comme quoi elle avait parlé de tous ses soucis et que finalement, j'ai pas pu parler de mes problèmes. Putain, c'est hallucinant ce que tu me dis, Isaline. Ça veut dire que, quelque part, c'est rigolo quand même. Ça me fait penser, tu sais, un jour, il y a un célèbre psychiatre qui m'a appelé parce qu'il voulait m'envoyer son livre, il me l'a envoyé d'ailleurs, professeur Quentin Debré, professeur en psychiatrie. Il m'appelle, je le connais pas le monsieur, mais très, 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 hyper gentil, tu vois. Il m'appelle alors que 1 mois avant, j'avais perdu la garde de ma fille. Donc j'étais très, très, très triste et très malheureux, j'étais seul dans la Drôme et tout. Et il me parle de sa vie, des anecdotes, des trucs hallucinants, et ça me fait penser exactement ce que tu es en train de dire, toi. Tu vois, c'est le monde à l'envers. Je me disais sur le coup, je me dis putain, mais il se psychanalyse sur mon compte alors que c'est un professeur en psychiatrie, tu vois. Et j'ai remarqué que on a un point commun alors dans ce domaine, parce que je rencontre c'est presque tous les jours des gens que je connais pas, tu vois, et ils me racontent leur vie, des trucs, mais des fois des trucs un peu qu'ils diraient même pas à leurs amis, quoi, tu vois. Et toi, ça t'arrive ça aussi? Oui. Waouh. Et qu'est-ce que tu t'es dit parce que à ton âge déjà, si ça t'arrive ça, tu as une énergie particulière dans ce domaine et dans d'autres qu'il faut, j'allais dire, il faut alimenter, quoi. Tout en te protégeant, bien sûr, Isaline, de pas aussi trop porter sur soi. Tu vois, des fois, il faut aussi savoir laisser passer l'énergie, mais aussi, est-ce que tu vois, pas prendre le fardeau des autres aussi. Oui. Et qu'est-ce que tu t'es dit alors quand ça t'est arrivé ça, avec cette personne qui, finalement, toi, tu vas pour lui parler de tes problèmes, et c'est elle qui t'a parlé de tous ces problèmes, alors que toi, tu avais quel âge à l'époque? Je devais avoir 14 ans. Waouh, c'est hallucinant. Et c'est pas pour rien. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Et ton regard, alors, c'est vrai, il est perçant, tu sais. Et il est très bien, il est très beau. Je suis sûr que ton petit ami te l'a dit plein de fois. Mais c'est ce que je veux dire. Mais c'est bien parce que on dit que le regard, c'est la fenêtre de l'âme. Hein, souvent on dit ça. Mais moi je pense, Isaline, que tu as des rôles à jouer, pas seulement un, mais du fait que tu t'intéresses aux animaux et que tu l'as montré, que ce reportage il est sorti, que des gens ils te connaissent grâce à ce reportage, c'est grâce à ça que j'ai pu te contacter, tout ça. Mais continue, moi je t'encourage à continuer dans ce domaine, tu vois. Tu as peut-être que tu es un genre d'ambassadrice pour les autres formes de vie, les autres animaux qui ont besoin que tu parles à leur place, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça, quoi. Et ça serait super que tu continues dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que tu mets les êtres humains de côté. La preuve, c'est que tu as aussi cette énergie qui fait que tu écoutes les problèmes des autres et en écoutant les problèmes des autres, finalement, ça soulage les autres personnes. Si tu le dis, c'est que ils vident leur cœur, comme on dit. Mais après, toi, qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça, alors, Isaline?
Alors personnellement, je suis un peu dans une étape charnière de ma vie actuellement. Depuis l'émission Passe-moi les jumelles, j'ai arrêté l'école où j'étais avant pour me lancer à fond dans mes projets et ensuite faire un apprentissage. Je sais pas exactement les termes en France, hein, comment ça se dit, mais du coup, avant j'étais, je crois qu'on dit ça. Je sais pas, c'est après l'école obligatoire. Je sais pas comment on dit. Oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Juste C'est après l'école obligatoire. c'est pour après aller à l'université, etc. Oui, Euh, oui. pour aller dans les autres écoles, etc. Et j'étais allée là-bas justement par rapport à l'allemand, pour apprendre l'allemand, etc., pour le lancer de drapeau. J'ai fait 2 ans là-bas en allemand, et alors je parlais pas un mot d'allemand avant. Je suis partie là-bas et maintenant j'ai arrêté pour faire mes projets. Donc je travaille dans un accrobranche, dans un centre sportif où il y a de l'escalade et du tir à l'arc aussi à Fièche. C'est un village en Haut-Valais. Et puis à côté de ça, je fais mes conférences, je prépare mes chèvres, je lance le drapeau, etc. Et ensuite, je commencerai un apprentissage dans le domaine du sport, je pense, pour après ensuite faire guide de montagne plus tard. Donc c'est plutôt une vie que je me lance un peu orientée dans la nature, dans la montagne et dans les animaux aussi. Et puis après, voir ce que la vie m'offre aussi. C'est comme j'ai dit avant, pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe sur le moment présent et il faut profiter à chaque moment de ce qui se passe. Il ne faut pas précipiter les choses. Quand quelque chose doit arriver, ça arrive au bon moment. Et puis, comme j'ai dit aussi dans l'émission, quand le cœur, le corps et l'âme sont alignés, tout arrive au bon moment. C'est exactement ce que je vis actuellement. Enfin, toutes les portes s'ouvrent. Chaque jour, j'ai une nouvelle porte qui s'ouvre. Et il faut juste ouvrir les yeux et en profiter un max et prendre tout ce qu'on peut prendre sur le moment présent comme bagage pour plus tard. Oui, tout à fait. Mais pour les personnes qui nous écoutent, ce que tu as dit, justement le cœur, l'esprit, l'âme, etc., quand ils sont alignés, la personne qui pourrait dire, ben oui, mais comment faire pour que ça soit aligné, justement Comment ça t'est arrivé que ça soit aligné? Est-ce que ça t'est tombé dessus sans que tu t'attendes ou tu as fait certaines choses? C'est la question. Non, ça m'est pas tombé dessus sans que je m'y attende parce que à un moment donné, je ne m'écoutais plus du tout. J'étais la personne qu'on voit au fond du bus avec la musique et qui embête tout le monde et qui fait la racaille, comme on dit. Ça m'est arrivé il y a 5 ans à peu près. Et à un moment donné, quand j'ai commencé le lancer de drapeau, justement, je me suis dit, ah, mais même si je me respecte et puis que je fais mes passions, il y a des gens qui m'apprécient aussi comme je suis moi. Et je dirais que du coup, la chose la plus importante, c'est de s'accepter soi-même et savoir déjà apprendre à se connaître soi-même. Et savoir ce que nous, on a envie, sans les influences des autres. Qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on a comme rêve. Et une fois qu'on a mis ça en place et qu'on s'écoute, on peut avoir le cœur, l'âme et le corps alignés. Mais il faut déjà savoir qui on est soi-même. Et ça, c'est déjà la plus grosse question à répondre. Oui, c'est pas évident parce que tu sais, dans ces 2 reportages qui sont passés sur YouTube là, un moment que c'est ta mère qui dit ça et c'était très touchant, tu vois. Donc elle dit que comme toi tu voyais des énergies, tu voyais des choses, tu sais que comme ils voient un peu les gens qui vivent en Islande par exemple, tu sais quand ils construisent une route, même ils sont adultes. À côté. Voilà. Tu sais, même s'ils sont adultes, les gens en Islande, ils vont demander aux esprits de la nature, aux énergies, est-ce qu'ils peuvent faire la route. Mais toi, tu voyais ces choses-là quand tu étais petite, ça n'a pas plu à des petits, ils t'ont frappé, ils t'ont même cassé les dents. Explique-nous ça, s'il te plaît, Isaline. Alors à l'école, j'ai été pas mal malmenée, harcelée, on peut dire, par les autres, parce que pour moi, c'était normal de voir les énergies et de parler aux êtres élémentaires, etc. Donc, du coup, j'en ai toujours parlé aux autres comme si c'était tout à fait normal, et les autres ne comprenaient pas ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis arrivée à me faire casser les dents, à me faire taper, etc. J'ai encore des cicatrices actuellement de coups de pied, etc. Et puis, donc c'est ça que j'avais pas compris, parce que je voulais forcer un peu les autres à croire à ça. Alors que maintenant, je renie plus le fait que les énergies existent, etc. Mais par rapport à la personne qui est en face de moi, je trie les informations que je donne. Donc ça fait aussi partie de s'écouter soi-même et de se connaître. C'est aussi après pouvoir pas se cacher, pas faire un masque devant les personnes,
pas se transformer dans un autre caractère, etc. Mais juste apprendre à trier les informations qu'on donne et à répondre par rapport à ce qu'on voit en face de nous, sans se casser soi-même. Parce que ce que je faisais à l'école, c'est que je mettais un masque à l'école, de la racaille au fond du bus qui goûtait de la musique et qui était assez agressive. À la maison, je mettais le masque un peu extrême, comme quoi je croyais aux énergies et puis que je jouais un rôle que mes parents, enfin pour plaire à mes parents. Et puis quand j'étais seule, comme je le dis dans l'émission, j'avais aucune idée de qui j'étais vraiment. J'étais vide, j'étais personne. Et c'est à ces moments-là que des fois j'ai eu envie de mettre fin à mes jours. Et du coup, ce qui est important et ce que je dirais aux gens qui nous écoutent, etc., c'est qu'il faut juste apprendre à savoir qui on est soi-même. Ça, c'est la base. Et une fois qu'on sait qui on est soi-même, le monde aussi, après, vient plus à nous, etc., parce que les gens n'ont pas peur des personnes qui se connaissent. Parce que quand est-ce qu'un animal devient agressif, par exemple, c'est quand il ne connaît pas, c'est quand il n'a pas la connaissance de ce qui est devant lui. C'est à ce moment-là qu'une personne ou un animal devient agressif. Mais si la personne qui est en face de nous est sûre de soi, n'a pas peur, est calme, et à ce moment-là, les gens vont aussi répondre par rapport à ça et être calmes, ouverts, pas agressifs, etc. Oui, ce qui est très touchant dans ce que tu viens de dire, Isaline, tu as pensé donc à mettre fin à tes jours, à te suicider. À quel âge tu avais ces pensées déjà? La première fois, je dirais vers 9 ans. 9 ans, mon Dieu, mais c'est hallucinant ce que tu dis. C'est trop triste, quoi. On ne pense pas à ça. Mais ça va mieux, hein. Oui, je sais, mais bien sûr que ça va mieux. Maintenant, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont frappé, ceux qui t'ont cassé littéralement les dents quand ils étaient petits, et qu'ils se rappellent de toi, est-ce que ils doivent être très tristes d'avoir été méchants avec toi, mais je suis sûr que tu les pardonnes et que parce qu'ils étaient, je veux dire, je sais pas moi, ils étaient même peut-être endoctrinés par des pensées bêtes. Et, oui, je suis pas fâchée contre eux. Et c'est ce que je dis aussi, là, j'ai été il y a pas très longtemps faire une conférence dans une école pour des jeunes en difficulté, donc pour des gens harcelés et des gens qui harcèlent. J'ai été leur faire une conférence et c'est ce que je dis, il n'y a personne qui est mauvais ou personne qui est bon. On est tous des personnes extraordinaires au fond. Et les personnes qui harcèlent, c'est qu'elles-mêmes, elles ont peur de ce qui est en face et elles deviennent agressives. C'est juste une différence de caractère. Il y a des gens qui deviennent agressifs et il y a des gens qui se soumettent. Et il faut juste, d'une fois que nous-mêmes, on n'a pas peur de nous, de la personne qui est à l'intérieur de soi, et qu'on a confiance en nous, il n'y a plus aucune raison qu'on harcèle ou bien qu'on soit harcelé. Et c'est que chez moi-même, il y avait aussi des failles. Et si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu à l'école, je serais sûrement pas où je suis actuellement. C'est ce que je dis aussi aux jeunes en difficulté. Les jeunes ou les personnes qui sont ramassées, excusez-moi du terme, mais des baffes dans la vie, qui ont dû se relever, qui ont dû se battre pour lever la tête, c'est des personnes qui sont beaucoup plus fortes que des personnes qui ont une cuillère d'argent dans la bouche depuis tout petit, puis que tout s'est bien passé, et puis que jamais personne leur a crié dessus, et qui ont toujours tout bien vécu. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est super quand tu peux donc donner des conseils. À la fin je veux dire, quand tu as fait ton discours dans ces conférences, il y a des jeunes justement qui viennent te voir, te dire merci parce que ça m'a touché ce que tu as dit. Oui, il y a beaucoup de larmes généralement à la fin. Ah, c'est beau, mais c'est trop beau ça. Mais tu te rends compte un peu de la souffrance que tu as vécue toi toute petite. Aujourd'hui, je veux dire, elle est pas oublié, mais on peut pas oublier. Mais je veux dire, c'est devenu quelque chose de positif. Le négatif s'est transformé en positif, quoi. Alors c'était un peu le but du trekking aussi. Ça a été assez peu dit dans le reportage, mais c'était un peu aussi l'idée du trekking de montrer à ceux qui m'ont harcelé, aux profs aussi qui ne croyaient pas en moi, que j'arrivais à faire quelque chose. Bien sûr. Donc c'était aussi ça. Et au début c'était un peu une sorte de fuite ce trekking. De quitter un peu toutes ces choses qui m'entouraient, qui me faisaient beaucoup de pression. Et ensuite, c'est devenu plutôt un voyage initiatique et qui m'a beaucoup changé. En tout cas, je me reconnais pas d'avant le trekking et maintenant. Ma vie a complètement changé depuis.
Et oui. Et alors ce trekking, justement, pour ceux qui vont me voir, je les encourage, je mettrai le lien moi sur ma chaîne YouTube pour voir ces 2 épisodes. Et ce trekking, est-ce que il a duré combien de temps alors? 2 semaines. 2 semaines. Et après, est-ce que tu t'es dit que tu vas refaire quelque chose de similaire ou alors cet été, je repars avec mes 2 boucs. Je vais faire la Via Alpina, donc c'est-à-dire de Montreux dans le canton de Vaud vers le lac Léman pour situer un peu, jusqu'à Vaduz au Liechtenstein. Donc ça va être la traversée de la Suisse. C'est équivaut à 400 km, 50 000 mètres de dénivelé et 14 cols alpins. Waouh. Et Mais après ça, justement, c'est comme le trekking de l'été passé. On voulait partir du Simplon jusqu'au Grand Saint-Bernard et après, il y a la météo qui nous a retenus. Bien sûr. Du coup, la dernière partie, on n'a pas pu la faire. Donc après, ça, c'est l'idée. Et après, on verra ce qu'on vit sur le moment. Mais bien sûr. De toute façon, tu n'as plus rien à prouver aux gens parce que tu sais que maintenant, tu t'aimes déjà. Toi, maintenant, tu te dis, non, mais moi, Isaline, je m'aime, je suis quelqu'un de bien et j'ai rien à prouver. Si je le fais, j'ai envie de le faire cette fois-ci, je veux le faire. Mais et si, comme tu as si bien dit, s'il y a des imprévus, il faut arrêter même à mi-chemin ou à 3/4 ou même au début ou quoi que ce soit, c'est pas grave, j'arrêterai, je referai une autre fois, etc. Mais tu n'as plus rien à prouver. Qui le rythme, donc. Bien sûr. Est-ce que tu vas, si tu fais ce trekking, avec les 2 mêmes chèvres? Oui, ce sera toujours Valais et Valise. Valais et Valise. Oui, il n'y a pas de souci. C'est toi qui leur as donné ce prénom, en fait, ou quand la personne qui te les a donnés... Alors, de base, il s'appelait Kik et Fluke. Oui. Et puis après, je les ai renommés Valais et Valise parce que, en tant que valaisanne, enfin, je suis bernoise de base, mais en habitant en Valais, et puis en étant lanceuse de drapeaux, etc., je me suis dit que ça pouvait être sympa de les appeler Valais et Valise. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, Valise, ça veut dire Valais en allemand, donc c'est le nom du canton où on habite, et puis de la région donc. Et du coup, comme il y a aussi Valais Valise Promotion, donc l'office du tourisme de notre canton, de notre région, qui nous a soutenus, pour moi c'était aussi un peu un clin d'œil pour eux de les appeler Valais et Valise. Oui. Voilà. Ça c'est très très bien. Et une question avant de te laisser conclure. Ce que je voulais te demander, tu sais que souvent dans ma chaîne YouTube, on m'envoie des livres, par exemple, et je parle avec les écrivains, je leur pose des questions. Je pense, sincèrement, est-ce que tu l'as déjà fait, c'est un projet dans ta tête, Isaline, d'écrire un livre, justement, ce que tu as fait, etc., etc. Alors justement, j'ai eu l'idée d'écrire un livre, et après, j'avais pas forcément la motivation de l'écrire, parce que ça prend un temps fou. Et puis là, il y a quelques temps, il y a les éditions Favre qui m'ont contacté pour écrire justement un livre, donc j'ai rendez-vous de tout bientôt pour parler de ce projet-ci, et je pense qu'il y en aura un qui va sortir. En tout cas, c'est en projet. Après, c'est très très bien. C'est en projet et je pense que ça va aboutir après à voir si je fais un livre pour ce trekking et un livre pour le prochain, ou bien est-ce que j'attends la fin du 2e trekking pour écrire un livre pour les 2 trekkings. Ça, on verra encore. Mais c'est en projet et je pense que très certainement un livre sortira. Écoute, je suis très content parce que sinon j'allais te proposer, je connais des maisons d'édition, que si tu leur dis, etc., ils vont te dire qu'ils t'aident à publier le livre et tout ça. J'aimerais faire plutôt un style de carnet de voyage. Voilà. Donc écrire mes pensées, etc. Donc ça va déjà un peu plus vite à écrire. Mais j'aimerais vraiment garder, écrire moi avec mes mots, ce qu'on a vécu, parce que ce que j'ai vécu dans ma tête, ce que j'ai réussi à lire, de ce que les chèvres ont essayé de me communiquer et tout ça, je peux l'exprimer que moi-même finalement. Trekking, j'aurais pas de caméraman, donc je pense aussi faire un carnet de route aussi réel, physique, où je vais écrire ce qui se passe à la fin de la journée, etc. Ce qu'on a vécu, et puis après peut-être le publier tel quel, reprendre exactement ce que j'ai écrit et le publier tel quel. Ça, ce serait aussi une idée. Bien sûr, parce que moi je pense que c'est très utile, tout ce qu'on a parlé là depuis tout à l'heure, si tu le mets par écrit, tu vois, trekking, les expériences que tu as vécues quand tu étais petite, etc., qui étaient négatives, que finalement tu as vécu aussi des choses positives, évidemment, quand tu étais petite. Mais je veux dire, toutes ces expériences-là, et aujourd'hui, les portes qui s'ouvrent, les choses, c'est pas pour rien.
et de mettre tout ce que tu as évoqué même dans les 2 épisodes, un livre et après faire un autre livre, comme tu as dit, le deuxième trekking, ça serait trop super. On prenne un rendez-vous un jour que je reçois ton livre, tu sais ou j'achète ton livre ou je le reçois, et que justement on refasse une émission sur ton livre. Avec ça serait super. Merci. Merci beaucoup, Isaline. Donc, en conclusion, alors, je te laisse le mot de la fin. Sur tout ça, tes projets, est-ce que tu peux dire un peu plus donc, qu'est-ce que tu comptes faire ces semaines-ci, ces mois-ci Moi, ce que j'aimerais faire, c'est aider les jeunes, surtout lors de conférences, etc. Les aider à croire en leurs rêves, les aider à se développer eux-mêmes et leur montrer qu'il n'y a pas besoin de suivre des influenceurs sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux pour être quelqu'un, qu'il n'y a pas besoin de se maquiller, je sais pas comment pour les filles, pour se faire remarquer, etc. Mais que rien qu'en croyant en ses rêves et en étant une personne simple, je sais pas, qu'on peut y arriver et que le but c'est pas non plus. J'entends beaucoup de jeunes dire qu'ils aimeraient gagner de l'argent, c'est le rêve, mais qu'il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour pouvoir vivre ses rêves et que des fois il y a juste besoin d'une grande motivation, d'un nuage de folie et de rêve et puis qu'on y arrive. Donc ça c'est vraiment hyper important et qu'il faut foncer, ça c'est vraiment mon but. Et puis mon but c'est de continuer dans cette voie et puis donner des conférences et puis faire des balades avec mes chèvres et tout ça. C'est bien. Juste pour vivre mes rêves, c'est tout. Oui. Est-ce que tu comptes faire une conférence à Marseille? Est-ce que dans les universités ou dans une association, tu me tiens au courant parce que j'aimerais. Pas, je suis ouverte à tout. D'accord. Après, j'ai pas du tout de contact à part toi à Marseille. Mais moi, je vais essayer de mon côté. Je vais essayer d'organiser ça et je te tiendrai au courant de toute façon. Avec un énorme plaisir. Alors, ce sera un grand honneur. Ah, super. Oui. En plus, tu vas apporter beaucoup de joie et d'espoir à ces jeunes. Après, je viendrai peut-être pas avec les chèvres du coup jusqu'à Marseille, mais je me déplace volontiers jusqu'à Marseille pour faire une conférence. Bien sûr. Ça serait vraiment très utile. Surtout ce que tu viens de dire aussi, tout ce que tu as dit, c'est très intéressant, mais que ça, c'est beau, ce que tu as dit, que tu veux encourager les jeunes, justement, les jeunes ou les moins jeunes, hein. Oui, les jeunes et les moins jeunes, à pas se dire, tiens, la réussite, c'est d'être sur Instagram, d'être connu, etc. Les gens, tu sais, les Marseillais à Dubaï, tout ça, les émissions, que eux, ils croient qu'ils ont réussi, alors que, pour moi, ils sont à côté de la plaque, quoi, tu vois. Les téléréalités, donc. Voilà, téléréalité. Ils croient qu'ils sont... mais c'est zéro, quoi. Mais c'est zéro. Alors, certes, ils gagnent de l'argent, mais alors... Il y a plein d'hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui gagnent beaucoup d'argent, même beaucoup plus qu'eux, mais certains, ils sont pas heureux. Certains se sont même mis fin à leur jour parce qu'ils ont dit finalement, tu vois ce que je veux dire, gagner de l'argent, c'est pas la panacée, quoi. Et être célèbre non plus. Et c'est pour ça que le message que tu veux apporter, Isaline, en disant que c'est pas sur les réseaux sociaux la célébrité qui va le bonheur, c'est pas ça, quoi. Et ça c'est important de le dire, tu vois. Donc moi je suis très heureux pour que tu m'as accordé cette interview, Isaline. Avec un énorme plaisir, ça nous donne. Merci, énorme plaisir partagé aussi. Et ce que je veux dire, c'est que écoute, on garde contact aussi bien pour le livre que tu vas dans quelques mois, j'espère qu'il sera en vente. Et voilà, oui, tu me tiens au courant, on se tient au courant de toute façon. Et aussi, si à Marseille, etc., il peut s'organiser, je vais demander de mon côté une conférence que tu peux... avec un énorme plaisir. Oui, venir, etc., que tu sois invité, ça serait super. Moi, je vais essayer aussi. Et d'ailleurs, aussi par rapport à ça, cet automne, le caméraman qui est venu avec moi, donc Alexandre Lachavanne, va assembler les deux épisodes pour en faire un seul film pour les festivals, etc. Ah, c'est donc, bien ça. Si jamais tu peux aussi dire sur Marseille si tu as une idée ou comme ça. Oui, écoute, merci de me le dire, parce que c'est vraiment... oui. Tu m'enverras, s'il te plaît, par... sur les réseaux sociaux, là, sur message privé, son nom à ce caméraman, s'il te plaît. Oui, je t'envoie ça tout de suite. Allez, super, je te remercie. Écoute, en tout cas, un grand merci.
Avec un énorme plaisir. Merci à toi. Merci à toi, un énorme plaisir aussi de ma part. Et tu salues tes parents. Prends soin de toi, Isaline, et de tes troupeaux aussi, hein, bien sûr, Oui. tu sais. Et enjoy the life, comme on dit. Merci beaucoup. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, au revoir, Isaline. Hein. Au revoir, à bientôt, merci beaucoup. À bientôt.